il y a un point hyper important, c'est que vous ne pouvez plus décider de votre vie sur le conseil des autres. Pourquoi? Parce que le risque est trop élevé. Pourquoi pendant très longtemps, la structure sociale de choix de vie était drivée, poussée par son entourage? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de risques. Si vous êtes un paysan du Moyen-Âge et que vous devenez paysan, bah par définition, la perspective, elle est simple, elle est ce qu'elle est, mais il n'y a pas vraiment d'horizon. Si vous dites à votre père, je veux devenir chevalier, ouais, tu vas te faire trucider, vas-y, quoi. Tu vas pas tenir. T'as pas été entraîné, t'as pas d'armure, t'as pas d'épée. Enfin, il y a quand même un capital cost hyper élevé pour entrer. Et commencer de conditions modestes et devenir chevalier, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que vous connaissez l'histoire dans laquelle un modeste mendiant est devenu chevalier. Ça s'appelle Lancelot du Lac. Mais Lancelot du Lac, c'est un mendiant qui a été choisi par les dieux. Je veux dire, les mecs à l'époque se sont dit, en écrivant le truc, bon là on a un peu poussé le bouchon, hein, le type il est pauvre, il devient chevalier, non, personne ne va nous croire. Donc on va mettre la fée du lac. Hein, parce que quand même, faudrait pas pousser le bouchon trop loin. Donc vous voyez, à l'époque on n'arrive même pas à connecter avec le fait que c'est possible. Et puis on a eu la période des 30 Glorieuses en France, on a eu cette période économique incroyable, où le salariat remplissait sa promesse simple. Tu travailles dur à l'école, tu as un poste, tu gagnes de l'argent, t'es heureux ou t'es pas heureux, c'est pas grave, parce que tu peux partir en vacances. Un peu ça l'histoire qu'on a racontée aux gens. Et puis, les gens ont vécu dans cette histoire jusqu'au moment où cette histoire s'est grippée, parce qu'il s'est passé 3 phénomènes. D'abord, le premier phénomène, et c'est nouveau depuis 10 ans, vous allez voir quand les études sociologiques vont percuter là-dessus, on va beaucoup rigoler, il n'y a plus de corrélation entre études et réussite. Ça ne veut pas dire que les gens qui font des études ne réussissent pas mieux en moyenne que les gens qui ne font pas d'études. C'est pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, dans ce monde, il vaut mieux faire des études que pas en faire. Il faut être complètement con pour aller dire à un type de ne pas faire d'études. Mais c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 phénomènes nouveaux. La première, c'est qu'il y a des gens qui ne font pas d'études et qui réussissent. Ça, c'est un nouveau extrémum. Et qui est plus simplement une anecdote, comme avant. C'est-à-dire que vous n'avez plus un Bernard Tapie par génération qui sort par là, c'est pas trop doux. Non, non, c'est un phénomène structurant, récurrent. Vous avez un tout petit pourcentage de gens. Mais surtout, au sein même des études, l'écart type de réussite n'a jamais été aussi élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un à école identique, si vous regardez l'écart type des revenus par âge, vous avez une courbe qui fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font déclasser et ils ne comprennent pas le phénomène, ne comprennent pas qu'en étant polytechnicien, ils ne soient pas appelés pour être PDG d'un truc. Ils disent, mais je ne comprends pas, je suis polytechnicien. Et à l'inverse, il y a des gens qui montent beaucoup plus vite, qui n'auraient jamais espéré pouvoir monter avant. Et en fait, ce double phénomène, c'est quoi? C'est qu'il y a un phénomène transparent, invisible. C'est tout simplement que les gens s'en foutent des études. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être sélectionnés pour leurs études, ça veut juste dire qu'une fois qu'ils ont été sélectionnés, eh ben, on ne va pas faire promouvoir un mec parce qu'il a fait la bonne école. On va promouvoir un mec parce qu'il a été performant. Pourquoi? Parce que l'environnement économique est moins doux qu'avant. Quand vous êtes dans un pays où n'importe quelle entreprise gagne de l'argent parce qu'elle est portée par sa croissance, et la croissance macro, bah vous pouvez mettre un nul à un poste. Pas très grave. Autant mettre un nul qui a fait une bonne école qu'un nul qui n'a pas fait d'école. Je veux dire, quitte à choisir quelqu'un. Mais quand vous êtes dans la situation où le type que vous mettez n'arrive pas à produire les chiffres, bah là, tout le monde se réveille. Et là, tout le monde se dit, oulala, attendez. En fait, on va réfléchir avant de mettre quelqu'un. On va regarder ce qu'il produit, on va regarder qui il est, on va regarder ce qu'il fait. Et ça change la donne. Et le deuxième phénomène invisible, et qui celui-là est, je pense, beaucoup plus imperceptible, c'est qu'il y a de plus en plus de boulots qui disparaissent et qui sont remplacés par des boulots sans aucun sens. Vous savez, il y a cet article du Monde qui a cartonné sur les bullshit jobs. Je ne sais pas qui a lu cet article. D'accord, je ne savais pas. David Graeber. Donc, l'article de David Graeber, qui est génial, moi, m'a fait mourir de rire, où en fait, la thèse de l'article est simple. Hein. Les gens ont de plus en plus de mal à décrire leur job parce que les gens travaillent de moins en moins pour de vrai. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et le problème, c'est que ça crée de la violence, ça crée de la frustration, ça crée de la dépression, ça crée le sentiment d'être complètement déconnecté de la réalité. Et puis il y a un troisième phénomène
qui sans doute est le plus intéressant et le meilleur article que j'ai lu sur le sujet, c'est sur Wait But Why. Qui connaît Wait But Why ici? Alors, tous ceux qui ne connaissent pas waitbutwhy.com, allez voir ce site. Vous allez y perdre beaucoup de temps, mais ce sera du bon temps. Parce que les articles sont tellement longs. Et il y a un article incroyable sur pourquoi la génération Y est malheureuse. Et qui, en fait, s'applique à peu près toutes les générations, en fait. Et qui dit, le grand problème, c'est qu'on a un mismatch aujourd'hui entre notre perception du succès et le chemin pour l'atteindre. Il donne cette image toute bête, il dit, les gens disent, le succès, il est là. Et au lieu de construire un escalier pour passer d'étape en étape et atteindre ce truc, ils veulent l'obtenir immédiatement parce que personne ne leur explique le chemin. Alors, ce qu'il ne dit pas dans son article, et que moi je comprends, c'est que c'est normal que les gens ne voient pas le chemin, parce que personne ne leur explique. Parce que personne ne fait l'effort à un moment donné d'expliquer aux gens quel est le chemin par lequel passer pour atteindre cette réussite. Et je pense que dans un monde où tout devient incertain, où tout devient compliqué, la réponse que je vais vous faire va sans doute être hyper décevante, mais il n'y a que deux façons de réussir. Et il n'y a que deux éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour réussir, et que je vais essayer de vous expliquer. C'est le plaisir et la raison d'être. Alors, commençons par le second, parce que c'est le plus galvaudé. Tout le monde, aujourd'hui, a envie de faire un truc passionnant avec une raison d'être. Alors, grand problème, c'est qu'on ne définit pas ce qu'est la raison d'être. D'abord, on n'a pas appris à l'école à définir une raison d'être. Regardez, quand vous êtes petit, moi, il y a un truc que j'adore faire avec les enfants, c'est de leur demander qu'est-ce qu'ils feront quand ils sont grands, et en général, ils répondent un métier, et de leur dire, OK, alors, est-ce que tu aimes, et là, je décris les pires tâches du métier, possibles et imaginables, et là, les enfants, en général, disent, ouais, non, en fait, j'ai pas envie. Et là, tu leur dis, OK, alors maintenant, on va jouer un jeu, tu as une baguette magique et tu peux changer quelque chose dans le monde. Qu'est-ce que tu changes? Et en 20 minutes, vous arrivez avec n'importe quel enfant à découvrir sa raison d'être. Et vous n'imaginez pas à quel point, quand on est enfant, on a une sorte de perspective naturelle sur ce qui compte et ce qui ne compte pas. Si vous avez des enfants dans votre entourage, faites le test. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore été brainwashés par l'école. Ils n'ont pas encore su... Tu ne me crois pas? Tu veux qu'on amène des enfants? Non, pardon, c'est derrière toi. Il y a une sceptique, là. Ah oui, d'accord. Oui, moi je parle 4-5 ans, tu vois, exactement. Ah non, 8 ans, c'est fini. Ils sont passés en CE1, tu rigoles. En CE1, ils ont déjà le stress de la 6e. Non mais, attends, la maîtresse en CE1, elle te dit, si tu travailles pas bien en 6e, tu auras des problèmes parce que tes acquis, tes bases, elles sont pas bonnes. Tu dis, oh, en 6e avec les grands. C'est angoissant. Non, c'est effectivement pas plus de 6 ans. Il faut avant qu'ils soient rentrés à l'école, quoi, en fait. Et alors, quel est le sujet, en fait? Le sujet, c'est qu'à l'école, on explique aux gens que la réussite est fonction de leur parcours. Le problème, c'est qu'on n'explique jamais aux gens que la réussite est fonction de leur travail. Parce que c'est ça, le gros problème. Le gros problème, c'est que dans un monde où la barrière à l'entrée est de plus en plus élevée, la seule façon de la passer, la barrière, c'est de travailler très dur. Pour vous donner une image, imaginez qu'on est dans un camp d'entraînement de commando et on dit tous les mecs qui sont sélectionnés sont les mecs qui sautent le mur. Et puis, on est il y a 30 ans et le mur, il fait cette hauteur. Bon, il y en a qui auront un peu plus de mal que d'autres, mais tant bien mal, on va y arriver. Et puis, tous les ans, on monte la taille du mur. Et puis, à un moment, on dit, en fait, c'est pas le mur, il faut monter la montagne, et si tu survis, c'est bon, t'es des nôtres. Mais il y en aura combien qui monteront la montagne? Il n'y en aura plus qu'un. Et c'est exactement ce qui se passe sur le marché du travail. C'est que tous les ans, le mur, il monte, et on n'explique pas aux gens qu'en face, l'investissement doit être à cette hauteur. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire cet investissement, là où l'image s'arrête, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule montagne. Il y a une infinité de montagnes. Et chacune des montagnes ne nécessite pas les mêmes qualités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la première forme de sélection, c'est la raison d'être, puisque la raison d'être, c'est la seule chose qui peut faire qu'on va se surinvestir dans quelque chose. Alors, j'ai une vision très naïve des choses, hein. On me le reproche très souvent, mais j'y crois à ma vision naïve des choses. C'est que je pense qu'au fond, tout le monde a quelque chose d'unique et il suffit juste de le découvrir.
Et c'est pas une histoire de bullshit, croyez en vous, et je sais pas quoi. Non, c'est une réalité génétique toute bête. C'est tout simplement par définition, étant donné qu'on est unique, il y a bien quelque chose qui est codé chez nous qui est un peu mieux que le reste. Et c'est vraiment une raison matérialiste, en fait. Et j'y crois à fond, et je pense qu'on ne fait pas ce travail-là, on ne fait pas le travail de le découvrir, on ne fait pas le travail de développer cette aptitude, et ça donne une situation où la majorité des gens subissent leur vie plutôt que de vivre leur vie. Et la raison d'être, les gars, c'est pas une connerie. Il y a des gens qui me disent « Ouais, j'ai envie de rejoindre telle boîte parce qu'ils vont changer le monde ». Non, les boîtes qui changent le monde, c'est une boîte qu'on réussit. On ne peut pas rejoindre une boîte en tant que salarié pour changer le monde. On crée une boîte en tant que fondateur pour changer le monde. En tant que salarié, une raison d'être est beaucoup plus définie par un kiff égoïste. Et ça, c'est la deuxième partie du sujet. C'est que vous ne pouvez pas être autre chose qu'un monstre d'égoïsme dans un monde incertain. Vous devez être individualiste et égoïste. Si vous ne l'êtes pas, devenez fondateur. Je pense qu'elle est là, la barrière. Pourquoi ? Parce que c'est trop incertain, c'est trop compliqué, c'est trop instable, c'est trop délirant pour pouvoir avoir le temps de faire du billard. Si vous réfléchissez du type en vous disant « je vais taper sur la bande et la balle, elle va rentrer », vous n'avez pas le temps de ça. Vous devez avoir une relation directe entre vous et votre travail. Ça ne veut pas dire que cette relation directe n'a pas de sens. Il y a des gens, alors les gens les plus heureux du monde, je pense, sont les gens qui optimisent l'argent. Ils ont beaucoup de chance. Ils sont rares, encore plus en France qu'ailleurs, parce qu'en plus on n'a aucune éducation à ce qu'est l'argent, donc c'est pas de bol. Mais effectivement, les gens qui optimisent autour de l'argent, pensez à leur facilité de vie. Parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Si votre raison d'être est l'argent, finalement, votre carrière est facile. Prenez le poste qui paye le mieux, vous excellez dans ce poste, vous gagnez plus d'argent, votre satisfaction augmente. Plus votre satisfaction augmente, plus vous êtes défini. Alors, le gros problème de ça, c'est que d'abord, c'est rare d'être aussi simple. En général, les gens sont un peu plus compliqués, un peu plus névrosés. Et ils commencent à avoir des objectifs secondaires. Alors évidemment, si vous avez une passion pour l'éducation, allez travailler dans une boîte d'éducation. Mais optimisez autour de ça. Optimisez en réduisant le champ des possibles. Changez le monde. Par exemple, tous les gens perdus dans leur raison d'être, c'est un discours du type « Ouais, moi j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui compte. » Ok ? Mais encore ? Ben, je ne sais pas. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que